Alors bonjour, presque bon après-midi, bonne fin d'après-midi. Bienvenue à ces entretiens Cérium chez Olivieri. Mon nom est Kim Giroir, je suis chargée de recherche au Cérium. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Centre d'études et de recherche internationale à l'Université de Montréal. On est là aujourd'hui pour parler de ce fabuleux ouvrage. Vous le voyez bien. Je vais me faire discrète animatrice pour une table ronde. On est trois, mais en fait, ce sont les deux spécialistes ici, ce sont eux et pas moi. Donc, on va parler à travers cette soirée de certains enjeux très importants qui touchent l'Asie du Sud-Est, certaines questions que vous pourrez poser aussi par la suite. D'abord, au nom de Cérium, je tiens à remercier bien sûr la librairie Olivieri de nous accueillir dans ce lieu finalement vraiment très opportun pour tenir ce type d'événement-là. Merci beaucoup. L'ouvrage s'intitule « L'Asie du Sud-Est à la croisée des puissances ». Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais poser des questions moi-même, mais par la suite, on pourra ouvrir le micro à la salle. Vous pourrez poser vos questions, bien évidemment, à nos deux invités. Donc, ce sont les deux co-directeurs de l'ouvrage. Donc, Serge Granger, qui est professeur de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke et spécialiste, entre autres, de la relation sino-indienne, et Dominique Cahouette, qui est professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Montréal, qui coordonne notamment le pôle de recherche en études contemporaines et transdisciplinaires sur l'Asie du Sud-Est. Donc, et moi-même, humble intervieweuse ce soir. Donc, je voulais d'abord vous lancer sur comment vous est venue l'idée de faire cet ouvrage-là, parce que c'est un ouvrage aussi collectif. Bonsoir, merci beaucoup pour PUM et Olivieri. Tout d'abord, comme vous l'avez mentionné, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les relations sino-indiennes et si vous habitez à côté de deux pays qui ont environ 1,4 milliard d'habitants, il ne faut pas se surprendre qu'on vous donne un sobriquet comme quoi que vous êtes l'Indochine. Alors, il y a de l'influence chinoise et indienne, bien sûr, en Asie du Sud-Est. Alors, c'est la raison qui m'intéressait et qui m'interpelle, bien sûr. Mais c'est aussi le fait que c'est une région qui devient de plus en plus stratégique, autant pour l'essor de la Chine depuis les 30 dernières années, parce que les chaînes de valeur sont fortement intégrées, dans le fond, dans l'assemblage qui se fait en Chine. Et l'Inde qui doit absolument, justement, s'industrialiser et prendre part et s'intégrer à l'intérieur de ces valeurs de marché là, ajoutées en Asie du Sud-Est. Alors c'est pour ça que moi je voulais absolument que l'Inde et la Chine soient réunies dans un bouquin et la zone en question, l'Asie du Sud-Est, subit beaucoup l'influence sino-indienne et c'est clair que j'avais besoin d'aide aussi de spécialistes de l'Asie du Sud-Est pour aborder d'autres puissances parce que c'est de voir les forces dans le fond qui transforment cette Asie du Sud-Est. Et c'est pour ça qu'on a couru un peu après les spécialistes francophones. On a essayé de réunir le mieux qu'on l'on pouvait. Il y a peut-être encore des zones qu'on aurait aimé explorer, mais il y a des limites dans le temps et dans les personnes qui sont disponibles. Alors l'idée derrière cela, c'était vraiment de montrer une région qui est fortement influencée par, bien sûr, des puissances, mais aussi qui réagit, bouge, se transforme très rapidement. Et c'est une des régions les plus dynamiques de la Terre. Alors c'est pour ça qu'on a fait entre autres ce livre-là. Juste pour un peu suivre, en fond, c'est une rencontre fortuite parce que quand Serge m'a parlé de l'idée de faire un livre sur l'Asie du Sud-Est et les relations internationales, je montais à ce moment-là un nouveau cours qui était Relations internationales de l'Asie du Sud-Est. Et ce livre, le cours était né du cours sur l'Asie du Sud-Est, certains sont dans ce cours-là, où à chaque année, des étudiants me demandaient pourquoi on n'en a pas plus sur les relations internationales de l'Asie du Sud-Est. Donc, pourquoi on se concentre sur la région elle-même et pourquoi pas avoir un cours qui serait sur les relations internationales. Donc, quand je dis que c'est une rencontre fortuite, c'est intéressant parce que Serge arrivait de l'extérieur des puissances vers l'Asie du Sud-Est et moi, je pars, mon approche, elle est de me concentrer sur l'Asie du Sud-Est comme région. Donc, on s'est comme rencontrés et on s'est assis en disant, ben, ce serait intéressant de voir comment penser un livre où on ferait le tour des puissances et qui mettrait de l'avant l'idée que l'Asie est un carrefour et elle a toujours été un carrefour d'influences multiples, et ça avant même l'arrivée des puissances coloniales.
Donc c'était une rencontre heureuse, d'autant plus qu'il y avait une nouvelle collection qui se créait sous la direction de Serge, qui est Confluence asiatique. Et aussi, c'est un luxe pour moi parce que c'est mon premier livre en français depuis que je suis à l'Université de Montréal. C'est un peu ironique. Et la raison pour laquelle je suis revenu enseigner à Montréal, et j'étais content d'être embauché à Montréal, c'était de pouvoir faire des études, parler de l'Asie du Sud-Est en français. Et souvent, les impératifs pour les publications, ce sont l'anglais. Et c'était donc une occasion de pouvoir faire un ouvrage en français, un, et deux, de donner du matériel accessible en français. Parce que les études de l'Asie du Sud-Est, ceux qui ont fait les lectures, 85 à 90% du matériel est en anglais. C'est très difficile de trouver des choses en français. Donc, ça a été vraiment un plaisir parce qu'on a dû identifier au Canada, au Québec et au Canada, des gens qui connaissaient l'Asie du Sud-Est spécialisés dans les différentes relations internationales, mais qui étaient intéressés à écrire en français. Et donc, ça a été un plaisir. Et donc, l'idée d'écrire en français est aussi que ça venait des étudiants. Et le livre, premièrement, se destine aux étudiants qui vont faire les cours, le public en général, parce qu'il se veut accessible. Et je remercie les PUM d'avoir poussé l'accessibilité du livre, c'est-à-dire de rendre pas trop de notes de bas de page, le rendre accessible dans sa forme, plutôt qu'on passe des heures à le lire. Donc, on l'a testé l'an dernier pour une première fois. On avait les chapitres en ébauche. Dans le cours, l'été 2018, on a testé et ça fonctionne bien. Là, il est dans un livre, donc il y a un manuel au complet. Ben, pour continuer, pour montrer à quel point, bien sûr, c'est un livre très accessible, mais je pense, je ne connais pas tous les visages dans la salle, mais quand on pense à l'Asie du Sud-Est, c'est pas nécessairement une région qui est tellement connue, ou en tout cas, c'est peut-être un peu flou, les limites géographiques de c'est quoi l'Asie du Sud-Est. Donc, est-ce que vous pourriez juste nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par l'Asie du Sud-Est géographiquement, mais aussi, je pense que c'est une région très, très hétérogène, autant politiquement, économiquement que culturellement, même en ce qui a trait aux religions. Donc, si vous pouvez juste aborder un peu. Je vais brièvement commencer. En fond, la meilleure façon de penser à l'Asie du Sud-Est, ce serait comme si on avait inventé une région pour faire de la politique comparée, parce que tous les enjeux, ils sont là. C'est la région, comme expliquait Serge, entre l'Inde et la Chine. Ça a été depuis toujours une région hétérogène. Une partie de la région est archipélagique, environ 40% de la population. 60%, ce sont des archipels. Et quand on parle d'archipel, on parle de 17 000 îles en Indonésie. Aux Philippines, on parle de 7 000 îles. On parle de 183 langues parlées seulement en Indonésie, 83 dialectes aux Philippines. On parle, vous pensez au Myanmar, à la Birmanie, des dizaines et des dizaines de groupes ethniques. Donc, c'est vraiment une région qui est particulière. Certains la comparent à la Méditerranée asiatique, parce que l'eau est peu profonde, depuis longtemps, il y a du commerce. Bien avant, comme je disais, avant l'arrivée des Européens, il y avait du commerce. Les marchands chinois se rendaient vers Manille, les marchands japonais, taïwanais, et aussi les marchands du Moyen-Orient venaient acheter des produits. Donc, il y a vraiment, depuis toujours, c'est une zone de passage, une zone maritime importante. Et aujourd'hui, c'est une zone, 650 millions d'habitants, c'est plus que l'Union européenne. C'est des taux de croissance importants, on parle de 5 à 6 ou 6,5% annuellement. Donc, c'est vraiment une zone en pleine expansion. Vous n'avez pas à aller très loin, vous allez au marché près d'ici, le jus de noix de coco qui est rendu populaire parce qu'il est supposément pas miraculeux, mais très, très riche, vient de la Thaïlande. Les équipements des Canadiens ce soir, les épaulettes ont été faites en Indonésie peut-être, les jambières en Thaïlande, puis je peux vous dire que c'est pas le sport national thaïlandais. Ils sont vraiment intégrés dans l'économie mondiale. Et contrairement à la Chine ou à l'Inde, l'Asie du Sud-Est offre une variété de régimes parce que ça a été colonisé par les Britanniques. Les Portugais et les Espagnols sont arrivés, puis les Néerlandais, et puis par la suite les Britanniques et les Français à la fin. Donc on a différentes puissances coloniales qui sont venues dans différentes régions. Dans les mêmes pays, on a les puissances. À Malacca, en Malaisie, c'était les Portugais qui sont arrivés, par la suite les Néerlandais et par la suite les Britanniques. Donc, vous pouvez regarder les fondations d'une église. La fondation était portugaise, les Néerlandais ont amélioré parce qu'ils étaient bons en infrastructure et les Britanniques, par la suite, se sont installés. Donc, on a dans une même région une variété de régimes politiques, une variété de culture et aussi une variété
de relations interethniques ou multiculturelles. Souvent, on pense au Canada qu'on a 2 langues officielles là-bas. En Singapour, c'est 5 langues officielles. On vit dans des sociétés pas réellement multiculturelles. Bon, la première fois que je suis allé dans la région, c'était en guerre. Ça fait maintenant 30 ans de cela. C'est pas une région qui allait très bien, je dirais économiquement parlant. Il y avait encore des conflits. Et une fois que c'est fini, je suis allé au Vietnam en 1988. À l'époque, il fallait aller aux Philippines pour obtenir un visa pour rentrer au Vietnam. C'était très compliqué d'y aller parce qu'il y avait de sérieuses tensions à travers tous les pays. On va dire même que j'ai traversé au Laos de la Thaïlande en 1988, ça n'a pas bien été. Je me suis ramassé en prison. puis et là, j'ai vu que c'était une région, dans le fond, qui avait encore beaucoup de meurtrissures. La guerre est encore fraîche, etc. Il y avait 7000% d'inflation au Vietnam. Les pays étaient encore... Il n'y avait pas de relations diplomatiques entre le Canada, le Vietnam, le Cambodge, etc. C'est un pays qui était en guerre. Il n'y avait pas le POC qui était toujours vivant. Et lorsque tout a pris fin un peu, je dirais en 89, quand le Vietnam se retire du Cambodge, en fait, c'est un effet domino de guerre froide. Hein? Les Russes sortent de l'Afghanistan, les Vietnamiens du Cambodgien, c'est toutes les alliances du monde soviétique qui s'effondrent. Et là, ce qui me surprend de cette région-là, de voir autant de meurtrissures, dans le fond, quand on regarde, et justement le fait qu'elle est très hétérogène, et de voir aujourd'hui qu'elle réussit si bien, dans le fond, à réussir un peu comme région. Un taux de croissance est très élevé. L'IDH maintenant est quasiment, dans le fond, ce qu'on pourrait dire pratiquement, je vous dirais, avancé. Alors, c'est assez surprenant d'avoir une région qui est partie de si loin et de réussir si bien. Est-ce que c'est la mer, dans le fond, qui sert d'interconnectivité au commerce international, puis la segmentation de la production, puis des pièces qui s'en vont un peu partout, qui sont assemblées en Chine, ce qui explique une des raisons du succès de la région? Est-ce que c'est, dans le fond, l'éthique de travail aussi dans cette région-là? C'est des gens qui bossent. La guerre est finie, alors ils ont peut-être pensé les plaies. Et peut-être aussi la forme aussi de l'ASEAN, c'est une forme d'organisation régionale qui répond peut-être, dans le fond, à cet élément très hétérogène. Comme vous le savez, l'ASEAN, c'est pas une organisation internationale qui est très rigide, à vrai dire, c'est peut-être son défaut. Elle est très peu rigide. Alors, dans le fond, on cherche un peu à savoir c'est quoi le secret, dans le fond, de ce succès de l'Asie du Sud-Est. Et c'est ça qui est intéressant à voir depuis les 30 dernières années, c'est de voir qu'une région qui est partie de si loin, de réussir si bien. Alors, c'est peut-être ça qui est surprenant. Et c'est la raison pour laquelle moi, je trouve que cette région-là est très intéressante, parce que il n'y a pas beaucoup de régions ou d'agglomérations de pays en région qui réussissent relativement bien. Alors, c'est pour ça que c'est quand même un succès relatif à l'ASEAN. Dans l'ouvrage, il y a justement beaucoup question de la centralité de cette région-là, et je pense que cette centralité-là, elle se décline de différentes façons. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, finalement, qu'est-ce qui fait cette centralité-là et comment elle se traduit, finalement? À quels différents niveaux elle se traduit? Bon, il y a la centralité géographique, comme on peut voir, parce que, justement, la Chine n'est pas très loin, hein? Puis les composants, dans le fond, les chaînes de valeur asiatiques, dans le fond, répondent, dans le fond, à la nouvelle réalité du capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a segmenté la production un peu partout dans le monde et on assemble ça quelque part. Donc, l'Asie du Sud-Est a bien joué ses cartes de ce côté-là. Autre élément aussi, cette centralité, c'est pas simplement une centralité géographique, mais un peu aussi décisionnelle, parce qu'on a beaucoup entendu parler du PTT ou du nouveau CPTT qui s'appelle maintenant. Ce qu'on entend moins parler, c'est qu'il y a aussi une négociation commerciale rivale du PTT qui est en cours en ce moment, qui est chapeautée par l'ASEAN, et c'est elle un peu qui dicte les règles, parce que justement lorsqu'elle chapeaute un ensemble de libre-échange qui va inclure l'Inde, la Chine et 14 autres pays asiatiques, ce sera le plus grand entente de libre-échange, et les conditions qui seront écrites dans cette entente de libre-échange sont davantage les conditions que l'ASEAN désire voir. Alors là, on voit dans le fond la naissance des nouveaux accords commerciaux qui reposent sur des idées qui sont conçues en Asie, non plus en Amérique ou en Occident. Alors vous comprenez que ça aussi, c'est un élément important de la centralité
centralité, parce que c'est une centralité décisionnelle, dans le fond, de comment on dessine les nouveaux accords commerciaux. Et ça fait 25 rondes de négociations qu'ils font. Le Regional Comprehensive Economic Partnership, pour être bien précis. On prévoyait de finir ce mois-ci, non le mois de mars, l'année passée, mais vous savez, c'est toujours compliqué de faire des ententes commerciales. On nous promet 2009. Bon, on va avoir peut-être une entente commerciale qui va rivaliser avec les ententes qui sont fabriquées et tissées en Occident, dont les conditions sont beaucoup plus sévères. Alors peut-être, ça fait plus l'affaire de la Chine ou de l'Inde de voir des ententes comme ça, mais c'est clair que là, on comprend davantage ce que veut dire la centralité du sud-est asiatique, parce que c'est une centralité aussi qui est politique, qui dessine, dans le fond, qui est l'architecte de nouveaux accords commerciaux et qui peut-être va faire davantage d'adeptes dans des pays moins pourvus en termes de développement économique. Alors peut-être aussi le centre gravitationnel, dans le fond, du modèle de développement dans le futur, ben là, il y a une composante qu'on ne voyait pas avant, et c'est celle qui émane de l'Asie du Sud-Est. Juste brièvement aussi pour ajouter, la centralité de l'Asie du Sud-Est, on a parlé longtemps de la guerre froide, mais elle n'a jamais été froide en Asie du Sud-Est. La guerre froide, elle a été très chaude. On n'a qu'à penser à ce que Serge disait au Vietnam, au Cambodge, les tensions à l'intérieur des États et la création même de l'ASEAN, qui était l'organisation régionale. L'idée, c'était de contain, de contenir l'expansion des pays de l'Indochine, l'expansion du communisme. Donc, la théorie des dominos, elle avait été citée par rapport à ce qui se passait en Asie du Sud-Est, en disant si, après le Vietnam, le Laos, le Cambodge, quel sera le prochain État. Et donc, on crée une organisation régionale en pleine guerre chaude, dans un contexte géopolitique de confrontation Est-Ouest. D'autre part, on crée une organisation qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant, et qui n'est pas organisée sur la même base que les Nations Unies ou l'Union européenne. Et c'est toujours les deux exemples. On a toujours, les gens vont se servir de l'Union européenne comme si c'était le seul modèle possible, et dès qu'ils tournent la tête vers l'Est ou l'Ouest, dépendant où on est sur la planète, on voit l'ASEAN qui est organisée sur une base de principes différents et qui fonctionne, qui est résilient. Donc, il n'y a pas eu... Et surtout aujourd'hui, les gens de l'ASEAN disent « Ah ah, vous avez un Brexit. » Nous, on n'a pas eu de Brexit encore, parce que tout le monde a toujours tendance à dire que c'est beaucoup moins résilient, ou l'Asie du Sud-Est. L'ASEAN, c'est une drôle d'organisation, ça fonctionne par consensus, ils sont moins efficaces et moins contraignants, mais il n'y a pas eu de confrontation militaire à part des tensions autour de Pol Pot, mais par la suite, il n'y a pas eu de confrontation dans la région, donc c'est une organisation qui est résiliente. Donc, centralité parce que ça a été le lieu de rencontre de confrontation Est-Ouest, mais aussi entre la Chine et la Russie, c'est-à-dire l'Union soviétique supportait le Vietnam et la Chine a appuyé le Cambodge. Pour ceux qui étaient pour l'international communiste, c'était déçus parce que c'était des frères socialistes qui s'affrontaient, ils se sont affrontés dans la région. C'est aussi une région de contraste parce qu'on a le PNB par habitant de Singapour est plus élevé qu'au Canada. Donc, c'est une région excessivement riche. Si vous avez vu le film Crazy Asian Rich, ça vaut la peine de... Hein? Crazy Rich Asian. Yeah, Crazy Rich Asian. Ça vaut la peine de regarder le film en lui-même. C'est une expérience anthropologique. C'est drôle, mais ça démontre l'excessive richesse qu'il y a. Ce qu'on ne dit pas dans le film, évidemment, c'est que c'est riche parce qu'il y a des travailleurs migrants indonésiens et philippins qui n'ont pas le statut de citoyenneté, donc ce qui permet la richesse de cet État-là. Mais vous vous promenez aujourd'hui à Singapour, à Kuala Lumpur, et vous allez au centre-ville de Montréal, vous dites, ouais, on est pas mal passé, là. Mais par contre, vous conduisez, vous prenez l'auto, je dis ça dans la classe, vous prenez l'auto, vous quittez Singapour, allez vers la Malaisie, puis après 150 km, vous êtes dans des régions où on pratique l'agriculture comme au 19e siècle. Et donc, on a des contrastes importants. Cette centralité-là, elle est dans le sens où elle illustre les paradoxes de la mondialisation actuelle. Et ça, en ce sens-là, c'est fascinant. Dernière chose aussi, j'imagine que vous êtes des amateurs de soupe vietnamienne, de pho ling, le pho. Ben, le pho, c'est un bol de nouilles. Beaucoup disent que la région est comparable, mais c'est pas mon image, c'est un collègue de l'Université Laval qui disait ça. Ça ressemble à un bol de nouilles parce que tout le monde veut avoir des accords avec les États. Ben, pas tout le monde, mais une grande partie des pays sont intéressés à avoir des accords avec les pays de l'ASEAN. Donc, il y a des pays d'accord. La Malaisie signe des traités de libre-échange avec certains pays de l'Union européenne ou avec la Chine. Au même moment, on négocie des accords au niveau de la région elle-même face à des blocs comme l'Union européenne, comme la Chine ou
comme l'Inde. Donc, il y a vraiment un enchevêtrement d'accords de libre-échange, d'accords multilatéraux qui se dessinent en Asie du Sud-Est, en est en perdre son latin. Et si vous aimez les acronymes, vous pouvez faire gagner des matchs de Scrabble juste à trouver les acronymes qui sont utilisés, parce qu'on a une multiplication d'accords. Donc, l'Asie du Sud-Est se retrouve au centre aussi parce que ceux qui ne veulent pas nécessairement dépendre seulement de la Chine, et de plus en plus, avec ce qui s'est passé avec les tarifs, et la Chine commence à gonfler ses muscles ou à imposer des tarifs, l'Asie du Sud-Est devient centrale parce qu'il y a une multiplication de pays. On peut avoir des accords avec la Malaisie, avec les Philippines ou avec Singapour, et on n'est pas seulement dépendant d'une décision d'un État puissant qui serait la Chine. Donc, c'est un autre des enjeux vraiment contemporains qui pose des questions. Et la dernière chose, c'est central parce que où vont les backpackers de 2019? C'est l'Asie du Sud-Est également. C'est que de plus en plus, c'est une région qui devient la région d'attrait de ceux qui partent avec leur pack-sac et découvrir l'exotisme. Parce que dans un petit espace régional, on a énormément de différences. Vous traversez du Cambodge au Vietnam à la Thaïlande ou la Birmanie, ou vous allez vers l'Indonésie, et c'est tout à fait différent. C'est que ça aussi, je pense, c'est un autre élément, l'élément culturel. C'est pas pour rien que maintenant, il y a autant de fascination pour les restaurants thaïlandais, les restaurants vietnamiens, etc., etc. Dans le livre, vous l'avez évoqué tous les deux, il est vraiment très clairement question de dynamique de pouvoir autant endogène dans la région même qu'exogène, avec justement cette région qui est placée à la croisée des puissances. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être, je ne sais pas si je me trompe, mais peut-être Serge Granger plus familier avec cette relation avec les puissances et Dominique Houette plutôt avec les dynamiques endogènes. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces dynamiques-là, de l'impact que ça a sur la région, disons, en général? Bon, en premier lieu, sortir d'une guerre chaude qui était supposée d'être froide, alors veut pas, ça prend des relations avec les voisins, qui étaient fortement impliqués d'ailleurs dans ce conflit du Sud-Est asiatique. Et après ça, c'est plutôt l'implication aussi toujours de ces mêmes voisins dans le développement de l'Asie du Sud-Est. Et là, ça devient très différent. Et là, il y en a que ça devient, dans le fond, pratiquement une prison, ou ça peut être une grande liberté. Je vous donne un exemple très simple. Avant 2012, le Myanmar avait presque exclusivement des capitaux chinois qui s'investissaient chez lui. Alors, ça devenait pratiquement une colonie chinoise. Il y a eu même une révolte de certaines minorités dans le nord-est, justement, face à des barrages hydroélectriques pour exporter l'énergie vers la Chine, parce qu'ils étaient prisonniers de ces capitaux chinois. Alors, c'était pratiquement une satrapie chinoise, le Myanmar, et pour ne pas dire même le Cambodge il y a un peu plus longtemps. Et c'est un peu la prison dans laquelle le Myanmar était coincé. Alors, je ne veux pas dire que l'ouverture à la démocratie sert à se désenclaver des capitaux chinois, mais c'est très utile. Ça vous permet, entre autres, d'avoir, je vous donne un exemple, John Baird, du ministre des Affaires étrangères du Canada, Hillary Clinton, tout le monde s'est lancé dans le premier mois de l'ouverture du Myanmar pour s'assurer que justement on fait contrepoids cette puissance chinoise très fortement implantée. Voici un exemple important où des pays du Sud-Est asiatique peuvent changer leur trajectoire géopolitique en ayant recours à une de ces puissances ou en étant prisonniers de la puissance. Il y a environ 5 mois, la Malaisie a refusé un projet chinois de 36 milliards de dollars d'investissement. 36 milliards de dollars crachés là-dessus, il faut vraiment avoir des bonnes raisons. En l'occurrence, c'est le piège de la dette. La Chine a tendance à vouloir faire des grandes infrastructures et allonger le fric, et ensuite prendre ces petits pays du Sud-Est asiatique endettés et justement de les prendre, je vous dirais, de les satelliser davantage. Autre exemple aussi qui est toujours pas fait, mais peut-être on va le voir un jour, le canal de Kra en Thaïlande, ça fait 125 ans qu'on en parle. Mais si il y a beaucoup de pression de la Chine pour percer dans le fond un canal pour contourner le détroit de Malacca, parce qu'on prévoit qu'aujourd'hui il y a environ 70 000 bateaux qui passent par année dans le détroit de Malacca au large de Singapour. D'ici 2030, il y en aurait 145 000, c'est-à-dire le double. Il y a beaucoup de trafic dans le détroit de Malacca. Alors vous voyez que là vous avez la Thaïlande qui subit une pression chinoise pour percer dans le fond
le bras de la Thaïlande, vous savez, qui s'en va au large, qui relie la Malaisie. On fait un deuxième canal, justement. Alors, voici un exemple frappant de comment des pays, dans le fond, peuvent utiliser des puissances pour changer la trajectoire pour un développement économique, mais autant aussi, ça peut être une prison. Alors, c'est pour ça que d'avoir recours à des puissances, c'est un couteau à double tranchant. Et dans le cas des petits pays du sud-est asiatique, on regarde les pays qui les entourent, c'est un pensez-y bien. Peut-être, si on regarde la région de l'intérieur, ce qui est aussi intéressant, c'est que il n'y a pas un seul géant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui sur tous les points de vue, est dominant. Donc, au niveau du développement économique, on a parlé de Singapour, qui est une économie post-industrielle, mais c'est une petite île qui dépend du commerce. L'île, traditionnellement, est un entrepôt, c'est une zone de commerce. Vous avez le géant indonésien, tout juste à côté, 260 millions, le premier pays musulman au monde, des ressources incroyables au niveau des ressources naturelles, mais qui n'a pas le même développement économique que Singapour. Donc, ne peut pas prétendre d'être l'hégémonie régionale. Vous avez d'autres pays, les Philippines, qui a été longtemps hébergé les plus grandes bases américaines. Donc, il y avait un poids aussi à cause des alliances, on reviendra tantôt, des alliances changeantes dans la région. Et c'est peut-être ce qui fait que, et on a des pays comme le Brunei, qui est comme un pays des Émirats arabes qui aurait été téléporté directement en Asie du Sud-Est, qui dépend d'une seule ressource, mais qui est excessivement riche, et d'autres pays qui ont des populations importantes et qui peuvent fournir beaucoup. Le Vietnam est très intéressé à ça. Les centres d'appel, si vous appelez maintenant Bell en anglais, vous avez des bonnes chances que ce soit des Philippins qui répondent. C'est rendu la première capitale mondiale des centres d'appel. On a dépassé l'Inde parce que l'accent est moins grand et moins fort. Et il y a même des centres d'appel français maintenant qui sont aux Philippines parce qu'ils ont développé l'infrastructure. Pendant longtemps, les Philippines, et le font encore aujourd'hui. Si vous avez une compagnie d'assurance américaine et vous êtes hospitalisé, vous avez des chances que quelqu'un, une voix philippine vous appelle « How are you, sir? Est-ce que ça va bien? Récupérez-vous bien? » Il y avait, quand les bases américaines ont fermé, il y avait un collègue qui avait acheté une dizaine d'ordinateurs, puis chaque soir, un avion arrivait de Los Angeles avec des dossiers médicaux. Et toute la nuit, il encodait. Il y avait toute une armée de gens qui encodaient, c'est pas très cher. Et le lendemain matin, l'avion repartait pour ramener les dossiers à l'hôpital qui avait été encodé aux Philippines. Il y a aussi un autre collègue qui est à Mindanao qui, lui, des compagnies lui demandaient de faire des likes sur leur site, le Travel Advisory et tout ça. Et donc, lui avait installé chez lui toute une série d'ordinateurs qui faisaient des likes, qui faisaient monter les taux de popularité. C'était tout informatisé. Donc, il y a vraiment des complémentarités de différentes façons à travers la région, ce qui fait que l'ASEAN, bon an, mal an, a résisté, a continué à persister du fait qu'il n'y a pas une seule puissance qui peut dominer à l'intérieur de l'organisation. Et aussi, ce qui est particulier, c'est son mode de fonctionnement. Tantôt, j'ai mentionné, mais c'est une organisation qui va mettre l'accent sur le consensus. Et donc, les décisions ne sont pas votées et ne sont pas contraignantes. Et ça s'explique en partie parce que la plupart des pays, on est seulement la troisième génération, c'est-à-dire vos arrière-grands-pères ou grands-parents pourraient être parmi les premiers dirigeants des États indépendants. Donc, on parle de pays récents, c'est des pays de la région, elle est ancienne, mais les États-nations, toi, Nicolas, les connais, sont relativement indépendants depuis peu d'années. Donc, ils sont friands et avares de leur souveraineté étatique. Et ça, en partie, ça explique pourquoi on a refusé jusqu'à maintenant d'avoir des accords contraignants. Ce qui est aussi particulier, c'est que beaucoup voyaient au début la région, l'ASEAN, l'organisation régionale, comme un club de golfeurs autocrates, parce que vous aviez sur le même terrain de golf Suharto, Marcos, les militaires birmans, les militaires thaïlandais. Imaginez, c'était pas des anges. Mais ils parlaient plus des Greens, de leur performance, que ce qui se passait dans leur pays. Donc, Suharto ne demandait pas à Marcos combien d'étudiants tu réprimés ou torturés récemment. Il y avait cette sorte d'organisation et les gens disaient c'est un peu fictif, mais le boom économique a fait que les structures se sont développées de plus en plus parce que la région est devenue importante. Et
aujourd'hui, face à l'Inde et à la Chine, entre autres, mais il y a d'autres puissances, l'ASEAN réalise qu'il y a un avantage à développer les liens à l'intérieur de la région. Donc, on voit au lieu que ce soit des économies en compétition qui produisent les mêmes produits, de plus en plus, on a une complémentarité économique. On a abaissé, les gens peuvent circuler dans la région sans passeport. Le grand défi, c'est que les gens s'identifient comme Asianes. C'est déjà difficile de s'identifier comme Indonésien parce que les gens vivent selon leur propre langue et territoire. Être Indonésien, c'est une création, ça n'existait pas, c'est le produit de la colonisation. On s'est pensé comme le nous indonésien est venu à cause de la colonisation. Parce qu'il n'existait pas avant, c'est des sultanats indépendants. Le nous philippin, c'est la même chose, se penser comme philippin, c'était l'imaginaire, des communautés imaginaires comme Benedict Anderson expliquait, parce que c'était pas comme ça que les gens se concevaient. Maintenant, il y a un effort, l'ASEAN essaie de créer cet imaginaire-là d'une région qui est partagée. Le développement économique semble être un des facteurs importants. Et la deuxième chose, ceux qui suivent les régimes, on a des régimes semi-autoritaires et semi-démocratiques. Là, c'est vraiment le verre d'eau, parce que vous regardez certains régimes où, en Thaïlande, il y a eu des élections récemment, mais les militaires se sont assurés de contrôler le Sénat. En Birmanie, on a une supposément transition démocratique, mais les militaires ont 25% des sièges encore. Aux Philippines, on a Duterte, donc c'est Trump sur stéroïdes, si vous avez une image, mais Trump n'a rien inventé, Duterte avait été élu avant. Et donc, on a des régimes de plus en plus, il y a comme une convergence de régimes semi-autoritaires, semi-démocratiques, qui sont un défi aussi à la science politique parce qu'on aime des démocraties autoritaristes, dictatures, mais là, on est près des régimes qui sont hybrides et avec des logiques distinctes. Les gens, on parle peu des élections à Singapour parce qu'on sait toujours que le parti au pouvoir va gagner entre 83% et 85% des sièges. Et on fait des paris, est-ce qu'il y aura 86 cette année ou 84,5, mais c'est ce qu'on va discuter. Mais on sait déjà qui va gagner, mais il y a un consensus. Les gens votent pour les partis au pouvoir. Donc, je pense qu'il y a des interrogations aussi qui sont propres à la région. Et en ce sens-là, les dynamiques endogènes sont vraiment intéressantes et particulières à la région. Peut-être en terminant, justement, vous venez d'évoquer les élections dans certains pays. Selon tous les deux, hein, bien sûr, quels sont les enjeux actuels qui animent la région et qui devraient, ou en tout cas qui risquent d'attirer notre attention dans les prochaines années? Je pense notamment à ces revendications territoriales en mer de Chine méridionale ou à ce ressac, ou en tout cas à ce que l'on perçoit comme un ressac des régimes autoritaires dans la région. Donc, j'aimerais vous entendre sur ça en terminant. Bon, si on regarde dans le fond, peut-être ce qui est intéressant à voir, surtout sur la thématique, je parle toujours des puissances, c'est la création des nouvelles alliances qui vont peut-être rapprocher certains partenaires qu'on n'imaginait pas par le passé. Je donne toujours l'exemple du Quad, parce que les gens, le Quad, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Alors le Quad, c'est 4 partenaires qui sont en train de faire une alliance un peu géopolitique et stratégique et militaire. L'Inde, le Japon, les États-Unis et l'Australie. Alors, qu'est-ce que ça mange en commun, ces gens-là? La crainte, justement, d'une Chine hyperpuissante en mer méridionale de Chine. Ça l'explique maintenant pourquoi les Américains autorisent l'Inde à vendre de l'armement ultra sophistiqué au Vietnam. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu jamais voir dans le passé. Moi, ce qui m'impressionne, surtout ce que je vois à venir, dans le fond, c'est peut-être je dirais pas un réalignement, mais des nouveaux alignements à l'intérieur de la région. La Chine est omniprésente. 8 pays sur 10 de l'Asie du Sud-Est ont comme premier partenaire économique la Chine. Donc, la Chine est le pied pesant, mais aucun partenaire sécuritaire en Asie du Sud-Est. Tout le monde la craint, la Chine. Alors, dans le fond, il y a des problématiques aussi entre la relation Asie du Sud-Est et la Chine, en l'occurrence sur la base sécuritaire puis la même méridionale, c'est assez évident, malgré que les Philippines ont gagné en cours en juillet 2016, mais la Chine continue avec autorité. Alors je présume on va voir de nouvelles formes d'alliances apparaître, parce qu'il y a peut-être des nouvelles préoccupations dans le fond, et notamment entre autres l'émergence de la Chine. Ai-je besoin de vous rappeler que depuis quelques années, comme dirait Dan Chopin, il faut tenter les pierres pour traverser la rivière. Ben, aujourd'hui, on plonge
plonge dedans puis on nage. Hein, je veux dire, la Chine est beaucoup moins douce qu'avant dans son émergence, et beaucoup plus affirmative. On n'a qu'à voir notre relation avec elle. Et c'est clair que je pense qu'il va y avoir des nouvelles trajectoires d'alliance et je présume que ça va se faire plus rapidement qu'on le pense. Les enjeux actuels, si on regarde, juste pour complémenter au niveau des alliances, c'est-à-dire que on a vu depuis les 20 dernières années un réengagement de la Chine, non seulement à travers la mer méridionale de Chine, mais participe à différents forums. Donc, elle a créé ses propres organisations régionales, elle a joint une série d'organisations régionales à l'ASEAN, elle participe aux délibérations. Le Japon, et on l'oublie souvent, parce que le fait que le Japon ait envahi l'Asie du Sud-Est, c'était difficile de revenir après une guerre mondiale avec la même, pas arrogance, mais l'idée de le Japon, un nouvel impérialiste japonais. Et donc, le Japon a toujours été là. Et le Japon, on oublie souvent, c'est eux qui ont aidé la région en 1997 durant la crise économique. Il y avait une table ronde un jour où on avait des anciens ministres des Finances des pays de l'Asie du Sud-Est qui étaient là au moment de la crise. Ils disaient, durant la crise économique de 1997, c'est une crise majeure. La valeur du roupie était dévaluée de 80%, 50% en Thaïlande. C'est-à-dire que si vos dettes étudiantes, j'utilise ça comme exemple, si vous aviez 20 000 $ de dettes étudiantes, le lendemain, vous étiez à 40 000, puis c'est 80%, bien, vous étiez à 80 000 en valeur de ce que vous deviez acheter. Et ce qu'ils disaient, les ministres des Finances disaient, quand les gens du FMI débarquaient, on se contenait parce qu'on ne perd pas la face, il faut pas perdre la face aux gens du FMI, mais ils se débarquaient en disant des espèces de politiques, puis nous, on calculait le nombre de personnes qui allaient avoir faim si on mettait en place ces politiques recommandées par le FMI. Ils disaient, ce qui était la grande différence, c'est qu'on voyait arriver les gens du Japon après, et eux, la Banque centrale japonaise et le Japon a grandement aidé à redémarrer les économies. Mais ça, on n'en parle pas parce que c'est la diplomatie japonaise, c'est d'avoir un allié fidèle, mais elle a été présente et ça a été beaucoup apprécié. Et donc, le Japon maintient encore sa position par rapport à la région et ça, on n'en parle pas. Et récemment, ils ont décidé de maintenir une position d'engagement je ne sais pas si progressiste, mais d'engagement constant face à la région. Et d'un autre côté, c'est clair que de plus en plus, le Japon a besoin de le faire. Japon, Corée du Sud aussi sont là parce que qu'est-ce qui va contrebalancer un peu la Chine? Clairement, Corée du Sud et Japon seraient heureux d'avoir des alliés dans la région. L'autre chose qui est distincte, c'est les changements. Les États-Unis, depuis, le Canada a fait la même chose, avait abandonné jusqu'à un certain point l'Asie du Sud-Est, jusqu'à la présidence d'Obama où on avait parlé du le pivot asiatique où on se réengageait. Donc les gens disaient, bon, ben, les États-Unis reviennent, redéfinissent leur diplomatie. Avec Trump, on est revenu à un isolationnisme. Donc c'est vraiment une période de transition fascinante parce que les modèles ou les appréhensions par rapport aux puissances changent. Et donc, c'est une histoire qui se fait, mais clairement, que ce soit la Corée, le Japon, Taïwan et aussi la Russie. La Russie est de plus en plus présente. On a quelqu'un qui connaît bien la politique extérieure russe par rapport à la région, mais il faut s'interroger sur comment les différentes puissances se situent. Enjeu actuel, pour revenir plus au niveau à l'intérieur, la région, elle est marquée depuis toujours, c'est la ceinture de feu. Vous avez les volcans, les chaînes volcaniques qui commencent de l'est de la région, de l'ouest de la région jusqu'au Japon. Si on a des cartes qui font les spécialistes des changements climatiques ou des catastrophes dites naturelles, parce qu'ils ne sont pas naturelles, mais des événements extrêmes, une grande partie de la carte est rouge. C'est rouge, 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 rouge. Philippines, Indonésie, certains littoraux. Clairement, c'est au cœur des changements climatiques. L'autre importance de la région, c'est les menaces non traditionnelles. Récemment, dans le cours, on a fait drogue, prostitution et piraterie. Donc, les phénomènes de menaces non traditionnelles sont présents. En Birmanie, dans le triangle d'or, il se produit plus d'amphétamines que partout au monde. C'est important. La traite des personnes, c'est vraiment important. On le voit aussi. En Chine, il y a beaucoup de femmes vietnamiennes maintenant qui se marient, qui se marient avec des Chinois. C'est une dynamique importante. La piraterie, après le golfe d'Aden, la piraterie, c'est là où elle est la plus active dans le monde. On oublie également. Et aussi, drogue, traite des personnes et aussi terrorisme. C'est-à-dire que si vous avez suivi l'été passé, ce qui s'est passé en 2017, on a parlé du deuxième califat. Il y avait un groupe d'islamistes aux Philippines qui ont proclamé
qu'ils allaient maintenant ouvrir un deuxième califat. Il y a des groupes plus radicaux, mais ce qu'on oublie souvent, on focus toujours trop sur l'islam. Il y a des bouddhistes violents, radicaux. En Birmanie, ce sont les moines bouddhistes qui ont incité la population à chasser les Rohingyas. Donc, il y a des formes, et une conférencière est venue il y a 2 semaines, parlait du fondamentalisme religieux, la droite chrétienne, qui est aussi, peut-être aussi radicale aux Philippines, par exemple. Toute la question de la santé reproductive des femmes, l'interdiction des formes de contraception, ça, c'est pas les musulmans ou les bouddhistes, c'est l'Église catholique philippine qui est très archaïque et qui, sur ces enjeux-là, a des positions souvent dogmatiques. Et donc, il y a ces menaces non traditionnelles ou ces risques non traditionnels qui marquent la région aussi. C'est qu'on peut la regarder de l'extérieur et de l'intérieur pour voir ces nouveaux défis ou ces défis contemporains. Ben merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions dans la salle, je pense que oui, tout le monde brûle. Donc, allez-y en premier. Moi, ma question, ça va porter sur les colons chinois, en fait, dans l'Asie du Sud-Est. Par exemple, là, où l'année passée, j'étais au Laos, par exemple, à Luang Prabang, où c'est rendu terrible, à Luang Prabang, que des Chinois, des quartiers, même les marchés sont faits des Chinois. Au Cambodge, au passage à Nouville. Même en Thaïlande aussi. En Thaïlande, ils ont peur de connecter le TGV avec la Chine parce qu'ils ont peur justement de perdre le contrôle des flux de Chinois qui viennent s'installer. J'ai même lu des papiers comme quoi que l'État chinois financerait des familles chinoises à s'installer au Laos en leur disant on vous donne environ tel montant d'argent, vous n'avez pas le droit de revenir pour 10 ans. Juste votre opinion, c'est quoi sur le phénomène? Vous pensez ça? Bon, de toutes les puissances, c'est la Chine qui a la plus grande diaspora en Asie du Sud-Est. Plus de 8 millions de Chinois, je crois. Non, là, j'y allais par pays, mais si vous voulez, OK, 31 millions de Chinois éparpillés en Asie du Sud-Est, mais j'allais nommer les 3-4 les principaux, mais en effet, puis le Laos, tout le nord du Laos, dans le fond, c'est des sous-traitants chinois qui font les infrastructures, hein? Donc, c'est la sortie de Luang Prabang, alors c'est un peu l'influence chinoise mène jusqu'à Luang Prabang, puis peut-être Vientiane. Le Cambodge, c'est la même chose aussi, hein? Longtemps, il y a eu une crainte du Vietnam de la part du Cambodge, et c'est plutôt la Chine qui est arrivée avec ses capitaux. Mais aussi, je vous rappelle que la période de l'engagisme, qui a fait place à l'esclavagisme jusqu'à la Première Guerre mondiale, a tapissé, dans le fond, l'Asie du Sud-Est de Chinois. C'est plutôt les Anglais qui ont amené les Chinois en Malaisie ou en Indonésie, etc. Alors, ce qui fait que là, il y a une très grande présence chinoise. Ils ont beaucoup de capitaux également, parce que c'est des classes marchandes. D'ailleurs, c'est les premiers boat people qu'on a reçus ici, c'était des Vietnamiens d'origine chinoise, parce qu'on courait après la classe marchande. Et il y a eu des pogroms anti-chinois en Indonésie, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de relation diplomatique entre les deux pays jusqu'en 1987. Alors, c'est un peu... et là, je vais donner un exemple qui est très d'actualité. Il y a quelques années, un attentat terroriste dans un temple bouddhiste en Thaïlande, parce que, justement, c'était un temple qui était fortement, dans le fond, visité par les membres de la communauté chinoise. C'est des Ouïghours qui ont planté des bombes parce que la Thaïlande avait renvoyé une centaine de Ouïghours en Chine, donc on s'est attaqué aux touristes chinois. Et oui, aussi les agences de tourisme chinois pour la Thaïlande aussi sont subventionnées. Puis tu peux avoir un visa pratiquement automatique si tu es résident chinois pour aller en Thaïlande. Ils ont beaucoup facilité. Ils ont, je dirais, choisi certains pays et en facilitant, je ne vous dirais pas qu'il y avait un sinorama thaïlandais qui faisait des tours pas chers, mais c'est clair que oui, il y a une stratégie de prendre la diaspora, entre autres, et l'utiliser, bien sûr, pour raffermir, dans le fond, la puissance chinoise en Asie du Sud-Est. Alors, c'est un fait, et les gens craignent, en effet, il y a beaucoup de gens, j'ai mentionné le Myanmar, mais il y a beaucoup de populations qui craignent cette omniprésence chinoise. On peut le comprendre, ça fait quand même 3 siècles qu'ils subissent, dans le fond, une influence très directe. Je ne parle pas historique, et même, ça fait 2 millénaires, mais ce que je veux dire, l'intensité est assez forte, surtout depuis la fin de la guerre froide, ce qui fait qu'il y a beaucoup de populations qui craignent un peu le phénomène que vous décrivez. Est-ce que je peux rebondir juste pour... parce que vous avez utilisé le terme colon chinois, mais est-ce qu'en Asie du Sud-Est, est-ce qu'on fait la différence entre une diaspora plus ancienne et l'arrivée plus massive de gens très récemment?
Est-ce que c'est mal vu? Est-ce que... La diaspora très ancienne date surtout de la période de la colonisation, c'est-à-dire c'est beaucoup les Français, les Anglais ou les Hollandais qui ont eu ces Chinois-là. Alors, et eux sont devenus un peu comme la classe marchande dans plusieurs pays. Alors, lorsque justement les Occidentaux quittent, c'est un peu les Chinois dans le fond qui sont les récipiendaires des capitaux, puis des bourses, puis des... Alors, ils deviennent aussi une cible parce que c'est eux autres les riches, entre guillemets. Alors, c'est clair, quand il y a des révolutions communistes socialistes qui s'opèrent dans les différents pays du sud-est asiatique, c'est la première cible. On pourrait dire que c'est arrivé avec les Indiens en Afrique aussi, hein, à l'Ouganda, puis à Zanzibar, peu importe. C'est des classes marchandes qui sont rapidement ciblées. Alors, c'est clair que la diaspora d'aujourd'hui, la chose n'est plus comme celle du passé. Elle est beaucoup plus, je dirais, temporaire et qualifiée qu'avant, parce qu'elle bouge beaucoup. Tu as parlé, entre autres, qui ont émis toutes sortes de nouvelles, pas des restrictions, mais des facilités pour avoir cette mobilité des personnes, des travailleurs qualifiés surtout. Et là, les Chinois sont très importants. Et c'est clair que ils vont avoir un débat un jour peut-être sur l'octroi des doubles nationalités. Hein? Mais là, en ce moment, il y a encore beaucoup de pays dans le sud-est asiatique ou de la Chine ou de l'Inde où on n'octroie qu'une seule nationalité. Ça, c'est des signes, dans le fond, des meurtrissures du passé. Il va falloir qu'ils se posent cette question-là parce que c'est pas simplement la diaspora chinoise qui pose cette question, mais il y a d'autres diasporas, puis d'autres diasporas aussi sud-est asiatiques à l'intérieur du sud-est asiatique qui auront besoin, dans le fond, d'une plus grande fluidité. Oui, juste aussi, c'est souvent, on a tendance à... j'imagine que c'est parce que c'est plus facile intellectuellement, mais la question chinoise, la présence chinoise, c'est vraiment fascinant parce que d'une part, même la dynastie des Chakri, les Rama en Thaïlande, ont du sang chinois, c'est ça, ils sont chinois. Mais il n'y a pas un Thaï qui va accepter ça. Puis si on fait déjà ça ce matin, c'est ou hier, si vous le dites, vous allez vous retrouver en lèse-majesté puis arrêter. Les Philippins, un peu comme on a eu aussi au Canada, soudainement la population dite autochtone, les autochtones a augmenté, les Premières Nations, parce que c'était maintenant reconnu, il y avait des droits qui étaient plus attribués. Dans les derniers recensements, ça augmente. En Asie du Sud-Est, pendant longtemps, les Chinois se cachaient, c'est-à-dire ils étaient venus, soit pour le commerce, ils devenaient... et c'est pas parce que les Chinois, par définition, sont des bons marchands, des négociateurs, on a toujours tendance à essentialiser, mais ils ne pouvaient pas posséder des terres, donc ils n'avaient pas accès aux terres, ils ne pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas être élus au Parlement, donc il restait jusqu'à un certain point le commerce. Dans le cas des Britanniques, c'était bien... les Britanniques étaient intéressés à ce que le commerce soit contrôlé par les Chinois. La bureaucratie, ils importaient des gens de l'Inde pour gérer la bureaucratie. Donc, la question des diasporas de la Chine et beaucoup de Philippins, d'Indonésiens sont des Sino-Indonésiens, des Sino-Chinois, on pourrait être Sino-Chinois, sont des Sino-Philippins, des Sino-Thaïlandais. Et donc, il y a vraiment un échange intéressant. L'autre chose aussi, c'est que la Chine regarde Singapour comme un modèle. Donc, ils se disent, Singapour, dites-nous comment vous avez fait parce qu'on trouve ça intéressant. Il est vraiment développé, mais c'est politiquement stable avec un parti quasi unique et des partis d'opposition. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que les gens qui sont allés vers l'Asie du Sud-Est avec la colonisation étaient des gens pauvres. Ils s'en allaient, c'était des travailleurs migrants comme ceux qui sont venus travailler pour les chemins de fer au Canada. Et donc, ils étaient très pauvres quand ils sont arrivés. Ils travaillaient dans les mines d'étain, dans les plantations. Mais ils sont devenus des big business. Quand on parle de big business, d'hommes d'affaires, c'est d'origine chinoise, largement. Et donc, on voit ces hommes d'affaires-là réinvestir en Chine. Donc, la dimension est dans les deux sens. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'hommes d'affaires proches de l'État chinois qui sont massivement dans la région. Et eux débarquent avec leurs travailleurs souvent. Et je pense que, j'ai demandé à Christophe Gironde, qui est professeur d'unité et spécialiste du Cambodge, mais aussi a vu sur place comment la présence chinoise, elle est frappante. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses pour donner la chance à d'autres de parler. Merci, mais je ne connais pas si bien que ça. Une des dimensions au Cambodge qui est très visible, c'est les concessions, ce qu'on appelle les concessions foncières économiques. Des larges entités agricoles, grosses entreprises agricoles, on les compte en dizaines de milliers d'hectares. Mais bon, peut-être qu'elles sont importantes quand on est chercheur et qu'on bosse dessus. Finalement, elles sont dans les campagnes. Ce secteur agricole, il est quand même amené à perdre de son importance dans toute part du PIB. Et c'est peut-être à Phnom Penh dans le real estate, construction,
ces montées de bâtiments sur quelques années, là, sur la petite décennie, pour voir où là c'est plus important. Après, il y a peut-être un autre secteur de la présence chinoise, pour moi, qui reste très mal connu. On dit que les Chinois investissent aussi dans l'industrie, mais il n'y a pas une transformation, il n'y a pas un processus d'industrialisation similaire à ce qu'a connu la Thaïlande avec les investissements et les délocalisations japonaises. Il y a aussi beaucoup de gens très critiques sur cette présence chinoise, dire qu'il y a beaucoup de business, mais en termes de transformation de la structure économique du pays, c'est pas très important. Juste un dernier exemple, pour ce qui concerne l'économie agricole, les Thaïs et les Vietnamiens, par exemple, dans des plus petits investissements, des plus petites unités, assurent toute la transformation du riz et l'exportation du riz. Et c'est peut-être plus petit, moins spectaculaire que les buildings financés de façon occulte, où c'est sûr qu'il y a de l'argent chinois, mais cette présence-là est peut-être plus importante. Vous avez une question, allez-y. On a élaboré beaucoup jusqu'à maintenant là, de la Chine, là, les codons, les marchands, les investissements. Qu'en est-il de l'Inde en termes de les mêmes choses un peu, là, le contrôle du commerce, les investissements, Il y a une caricature que je ne peux pas vous montrer, mais que c'est l'Asie du Sud-Est qui est dans une petite barque et la mer est rouge, rouge, rouge. C'est la Chine. Et on voit au loin un paquebot où il y a le drapeau indien et l'Asie du Sud-Est dans la barque demande absolument d'être secouru dans la mer de Chine. L'Inde s'est perçue, il faut comprendre là, que c'est si moi j'ai engagé pour faire un contrepoids à la Chine dans la région, je vais voter pour l'Inde. L'Inde va surpasser la Chine en termes de population d'environ 7-8 ans. Pour la première fois en 3000 ans, les Chinois vont être numéro 2. Je ne sais pas comment ils vont le prendre, mais c'est un changement majeur. Puis là, l'Inde va peut-être se rendre à 1,8 milliard. Bon, on présume entre 1,7 et 1,8 milliard. Puis quand on va être rendu là, la Chine va être rendue peut-être à 1,2 milliard parce que la population chinoise va rétrécir. Donc, c'est un peu comme une bouée de sauvetage devant la montée chinoise où on se rattache à l'Inde, mais qui a très peu de moyens. L'Inde n'a pas la puissance chinoise. C'est pour ça, comme je l'ai mentionné tantôt, de Quad, vous comprenez, on essaie d'intégrer davantage l'Inde en Asie du Sud-Est. L'ASEAN plus 6, il y avait eu l'ASEAN plus 3 pour la nouvelle entente de libre-échange, l'ASEAN plus Japon, Corée du Sud, Chine. Alors l'Asie du Sud-Est voulait absolument aussi inviter l'Inde, et par le fait même, on a invité aussi la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ça donnait l'ASEAN plus 6. La Chine s'opposait à cela, que l'Inde soit invitée. Mais l'ASEAN a insisté, qu'on parle de centralité, voici un bel exemple où là l'ASEAN a dit non, l'Inde s'en vient, puis on va faire une entente de libre-échange avec les 16. Autre exemple, l'Inde aussi, comme je dis, n'a pas des moyens militaires, elle n'a pas des moyens financiers, mais aussi elle a des moyens par contre diplomatiques. C'est l'ancienne locomotive du non-alignement, beaucoup d'ascendance géopolitique sur les petits pays qui se sont décolonisés. Alors je vous donne un autre exemple. Le Mekong, les Chinois font des barrages en haut. Ils vont peut-être nous voler notre eau, ils vont peut-être mettre le robinet sur deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à l'Inde. Alors la commission Mekong s'est dédoublée pour devenir la Ganga Mekong Commission. Alors, parce que l'on vit des problèmes similaires, des pays qui pompent l'eau de nos fleuves transfrontaliers. La Chine a répliqué avec le Lansang Mekong Commission. Lansang, c'est le tronçon du Mekong, mais du côté chinois. Il y a une surenchère de création d'organisations régionales par l'Inde, où les petits pays, je vous donne un exemple, la SARC, c'est un échec. On s'est débarrassé du Pakistan, on a introduit le Myanmar. Là, maintenant, c'est le BIMSTEC, l'initiative de Baie du Bengale, par exemple. Et là, l'Inde veut faire un genre de zone de libre-échange pour éloigner, dans le fond, la Thaïlande et le Myanmar du giron chinois.
Alors, en termes géopolitiques, je vous dirais qu'en ce moment, c'est l'outil privilégié que l'Inde face à la Chine pour faire contrepoids avec, bien sûr, la participation active et encouragée de l'Asie du Sud-Est. Mais au point de vue militaire et au point de vue financier, on n'est pas encore rendu là. Mais il faut peut-être prévoir une délocalisation des industries chinoises vers l'Inde un jour, compte tenu que au Bangladesh, nos t-shirts, il faut les garder pas cher. Mais parce qu'il y a des avantages corporatifs en Chine qu'on ne voit plus, donc on va les envoyer vers le sud-est asiatique. Il y a la diaspora aussi indienne qui peut servir, mais elle aussi, elle est peu nombreuse comparativement à la diaspora chinoise, puis elle a beaucoup moins aussi de pouvoir financier. Donc je vous dirais que dans le court terme, là, moi je miserais sur la géopolitique comme étant l'utilité qu'a l'Inde envers l'Asie du Sud-Est pour faire contrepoids à la Chine. Dans ce cadre-là, j'aimerais ça vous entendre sur la politique canadienne, la politique étrangère canadienne dans cette région. Écoutez, oui, d'ailleurs, oui, il y en a une. Ben, il y en a une. Le dernier grand colloque de l'ASEAN qui a été tenu aux Philippines, Duterte justement a invité le Canada pour faire partie, dans le fond, de ce grand forum régional sur la sécurité. Le dernier voyage aussi de Trudeau en Asie du Sud-Est, où il mentionnait que l'idée d'initier, dans le fond, un traité de libre-échange ASEAN-Canada, c'est dans les papiers, parce qu'il y a une attractivité à l'ASEAN. Et il y a peut-être certaines choses que le Canada va falloir qu'il modifie. Encore là, c'est lié à la centralité de l'ASEAN, parce que arriver avec un agenda un peu progressiste des ententes de libre-échange, ça n'a pas très bien fonctionné, comme M. Trudeau s'est présenté au Vietnam, et peut-être encore moins en Inde. Alors, dans le fond, peut-être le Canada va être obligé de se plier davantage à The Asian Way pour faire des avancées diplomatiques. Et je conclurai aussi que le Canada, dans le fond, c'est un peu... écoutez, aujourd'hui, c'est un peu hasard. Il y a seulement à Montréal, il y a un colloque aussi en parallèle qui se fait sur le Vietnam à l'UQAM, ainsi qu'aussi, c'est la banque d'investissement au centre-ville, là, quelque chose aussi qui fait sur l'Asie du Sud-Est. Alors, c'est clair qu'il y a un buzz. Bon, aujourd'hui, c'est un hasard. Il y en a 3 événements en même temps. Mais le fait qu'il y en a 3, c'est déjà surprenant. Et ça indique peut-être qu'on commence à regarder davantage. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un ambassadeur canadien aussi à l'ASEAN qui a été nommé récemment. Donc, on prend au point de vue diplomatiquement parlant aussi plus au sérieux la région qu'auparavant. Et autre élément que Dominique est beaucoup mieux placé pour moi d'en discuter, le premier groupe migratoire maintenant qui arrive au Canada, c'est des Philippinos. Ça a surpassé des Chinois et des Indiens. Alors, c'est vraiment un phénomène particulier qui est en train de se produire. Puis le Canada a tout intérêt à se coller le nez sur la réalité changeante. Traditionnellement, le Canada est impliqué avec l'ASEAN. C'est-à-dire que le Canada est impliqué pendant des années sous la période de Trudeau, Trudeau père, appuyait l'ASEAN. C'est-à-dire qu'ils ont appuyé. C'est le fantôme de Trudeau qui est réagi. Mais avait été impliqué au niveau du soft power. C'est-à-dire que le Canada était présent, on avait des bourses pour l'ASEAN, on supportait le track 2 diplomatie, la diplomatie de 2e niveau, qui sont avec des chercheurs académiques, des hommes d'affaires. Donc, le Canada avait aussi financé le CISCAP, qui est un forum sur la sécurité régionale. Donc, jusque à la fin des années 90, au tournant des années 2000, avec le régime conservateur, entre autres, on s'est retiré de l'ASEAN. C'est qu'on a vu, alors que le Canada était bien perçu dans la région, parce que c'était perçu comme une puissance moyenne qui appuyait une organisation de puissance moyenne également, donc il y avait comme une affinité importante. Là, ce qu'on a vu récemment avec le réengagement de Trudeau-fils, à part qui s'est fait chicaner par le président philippin. Mais on a rétabli les bourses de l'ASEAN, les bourses d'études pour permettre à des étudiants de l'Asie du Sud de venir au Canada. On a également rétabli un bureau de l'ASEAN aux Affaires extérieures Canada. L'Affaires mondiales Canada, maintenant, a rétabli une division ou une direction Asie du Sud-Est. Le Québec vient de créer une délégation générale à Singapour. Il pense peut-être en créer une 2e dans la région. Donc, il y a vraiment une forme de réengagement
du Canada au niveau diplomatique. Au niveau économique, le Canada est comme le 10e partenaire de la région, et très peu. C'est en 2011, ça fait quelques années, mais on est autour des chiffres qui n'ont pas tellement changé. On était à moins de 1%, 0,5% des échanges économiques de la région. Mais je pense qu'il y a de plus en plus un intérêt plus grand pour la région. Au niveau diplomatique, on l'a vu avec ces bourses-là, on a un poste d'ambassadeur auprès de l'ASEAN et on a ces nouvelles bourses, un bureau. Le Québec aussi cherche à se réengager dans la région. Donc je pense que ça change parce que c'est aussi pour la même procuration que j'ai dit, c'est investir en ASEAN, ça donne une multiplication. On n'est pas dépendant d'un seul pays, qui serait dans ce cas-ci la Chine. Et donc on a plusieurs partenaires, donc ça devient intéressant pour des puissances moyennes d'aller dans la région. Le problème, c'est que le Canada a peu perdu ou peu d'expertise, et le Québec encore moins. Beaucoup de fonds d'investissement se sont brûlés les doigts en 97 parce que dans les années 90, on disait qu'investir en Asie du Sud-Est, c'est là où il y a le plus de taux de croissance. Crise asiatique, la chute des monnaies, ça a eu un impact important, mais beaucoup se sont retirés rapidement sans comprendre vraiment ce qui se passe. Et maintenant, il y a comme un nouvel intérêt, on cherche à se repositionner. Mais c'est clair que peut-être la dimension démographique que Serge mentionne est la plus importante. Après les Chinois et les populations d'origine indienne, ce sont les Vietnamiens et les Philippins qui sont les populations asiatiques les plus importantes. Et celles qui se développent le plus rapidement actuellement, ce sont les Philippins. Et donc, il y a une présence à Montréal, après les Chinois et les Indiens, au Québec, pardon, pas mal, au Québec, ce sont par la suite les Vietnamiens et les Philippins qui sont les plus nombreux. Donc, il y a quand même, au niveau culturel et au niveau démographique, il y a un rôle important possible entre Canada et l'Asie du Sud-Est. Il y a la Fondation Asie-Pacifique aussi qui a été créée pour développer les relations. Ils font des sondages à chaque année sur quelles sont les relations entre le Québec et l'Asie en général, mais l'Asie du Sud-Est en fait partie. Et on cherche de plus en plus à comprendre une région pour laquelle on avait mis moins d'attention. Puis pendant près de 10 ans, sous Harper, c'était la stratégie hémisphérique, l'Amérique. On accord de libre-échange avec le Chili, accord de libre-échange avec la Colombie, Pérou. Là, on a commencé à regarder vers l'ouest, vers l'Asie. Il faut trouver un partenaire pour le colza. Bien sûr. Il y avait une autre question, messieurs. Deux questions. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la notion d'éthique du travail en Asie du Sud-Est. Ça m'a frappé comme expression parce qu'on connaît la thèse de Weber sur l'éthique protestante et le lien entre le travail et l'éthique puritaine. Je voudrais vous entendre là-dessus, puis peut-être vous expliquer de quoi il s'agit, puis d'où ça vient peut-être. Et deuxième question, à la toute fin de la présentation, c'est M. Carwick, je pense, qui a parlé du phénomène des démocratures, c'est-à-dire ces régimes qui sont à mi-chemin entre la démocratie et la dictature, et qui sont de plus en plus présents en Asie du Sud-Est. Puis je me demandais si vous pensez que ça peut venir du modèle chinois, où il y a un parti unique au niveau politique et une économie qui est ouverte sur le capitalisme depuis la politique, la porte ouverte de Deng Xiaoping à la fin des années 70. Bon, tout d'abord, vous avez mentionné, c'est clair que l'éthique du vrai confucéen pousse les gens au surpassement dans ses études. La preuve est assez tangible, que vous soyez coréen, vietnamien, chinois ou japonais, l'étude a toujours été perçue comme l'outil de mobilité sociale. Alors, tu n'as pas besoin de faire grand-chose, ils vont étudier parce qu'ils veulent se hisser socialement. Alors, c'est une éthique, vous savez, réussir des examens, il y a beaucoup de pression sur l'Asie confucéenne. Et il y a une partie de l'Asie du Sud-Est qui est fortement influencée par cette éthique confucéenne de réussir ses études à tout prix. Alors, ça crée dans le fond, je vous dirais, des travailleurs qualifiés sans trop forcer. Audrey Lamont aussi, qui est un peu sous-estimé. Aussi, c'est la même chose pour le niveau de scolarité en Thaïlande, qui est un des plus élevés au monde, qui surprend toujours de voir qu'ils investissent beaucoup dans la qualité de leur éducation. Ce qui fait qu'ils ont un indice de développement élevé, humain très élevé. Et encore là, ça indique encore ce désir, dans le fond, de réussir par, je dirais, surtout des études et la réussite et le travail. Et c'est fortement imprégné, je vous dirais, dans les valeurs, qu'elles soient familiales ou même sociales.
parce que c'est un élément important de sortir du sous-développement. C'est un élément important aussi pour devenir, dans le fond, d'obtenir un respect, je dirais, social. Et je vous dirais que si on efface les guerres et les conflits qu'ils ont eus par le passé et le colonialisme, ça a toujours été une région du monde qui a été, dans le fond, développée. Alors, je crois que eux aussi, même si on regarde même anciennement, ça a toujours été aussi des administrations publiques assez bien développées dans les différents pays du sud-est asiatique. Alors, il y a déjà une bonne connaissance, il y a une grande motivation et puis une grande récompense, ce qui font que, dans le fond, quand je parle d'éthique de travail, c'est vraiment des gens qui sont, optimistes, et deux, ils vont prendre l'ampleur de la tâche et désir, dans le fond, il y a un profond désir de se hisser grâce, dans le fond, aux réussites, soit scolaires ou professionnelles. Les questions de valeurs asiatiques ou valeurs confuciennes, je suis toujours sceptique par rapport à ça, parce que on l'a même, au Québec, on a même débat des valeurs québécoises, est-ce que ça existe ou pas? Parce que les questions des valeurs confuciennes, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et si on regarde les écrits marxistes, on disait le problème avec l'Asie, et ce qui explique le retard de l'Asie, c'est les valeurs confuciennes. C'est-à-dire que la docilité, le manque d'innovation, la pression sur le groupe, fait qu'on n'a pas ce même sens d'initiative. Et donc, certains chercheurs disaient que c'était le retard de l'Asie était à cause de valeurs confuciennes. D'autres disent maintenant, aujourd'hui, que ces valeurs d'éthique du travail, d'appartenance au groupe expliquent l'essor économique. Donc, si ça explique une chose, ça explique le contraire, déjà on peut s'interroger sur la valeur ontologique ou épistémologique de ça. La même chose aussi, les valeurs asiatiques avaient été mises de l'avant par Mahathir en Malaisie, en disant que, et par Lee Kuan Yew aussi, pour justifier des régimes de démocrature, c'est-à-dire qu'en Asie du Sud-Est, on met davantage de priorité sur l'ordre plutôt que l'initiative individuelle. Le problème, il disait toujours, le problème aux Philippines, c'est qu'il y a trop de démocratie, pas assez d'ordre et d'organisation. Donc, dans la région même, ça varie d'un pays à l'autre. Aux Philippines, c'est plus important, par exemple, d'avoir des bons réseaux de patronage que d'être obéissant ou alors, l'éthique du travail au Vietnam, je serais d'accord tout à fait avec ce que Serge dit. Le Vietnam est occupé par la Chine pendant près de 1000 ans. Une grande partie de l'administration a été fondée sur le mandarin ou les mandarins et l'éthique confucienne. C'est que d'un pays à l'autre, ça varie beaucoup. Et donc, c'est pour ça que ça devient délicat de parler de valeurs qui seraient pan-régionales, parce qu'il y a une grande diversité dans la région. La place de la famille dans certains États, c'est important parce que c'est ton filet de sécurité sociale. Si l'État, il n'y a pas d'assurance emploi, si on perd son travail, si on est renvoyé, la famille et les réseaux deviennent le filet social, et donc on met l'importance du groupe est importante. Les gens ne sont pas plus grégaires par définition, mais c'est à travers cette socialisation-là qu'ils peuvent s'en sortir, parce qu'on ne peut pas aller à un bureau d'assurance emploi si on s'est fait renvoyer ou arrêter. Donc, c'est vraiment... la question est excellente parce qu'elle nécessite de déconstruire puis de regarder chaque société jusqu'à un certain point par elle-même. Et ce que Serge disait aussi, au 15e siècle, Angkor Wat, qui est au Cambodge, avait une idée de la population de la région autour d'Angkor Wat. À la même époque, 1470, à Paris, il y avait 270 000 personnes, et à Angkor Wat, il y avait 1 million de personnes qui mangeaient. Et donc, les États, ils sont là depuis longtemps. C'était des États avancés. Un chercheur français, je raconte, a fait une recherche quand les Néerlandais sont arrivés en Indonésie et ont rencontré le sultan de Jakarta, de Batavia et de Yogyakarta. Et pour eux, ils ont dit, il y a une gang de barbares qui vient de débarquer en bateau. Ils sentent mauvais, ils ne sont pas lavés depuis des semaines. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent, et de rien savoir de notre culture, de nos valeurs. On leur a vendu le pire tabac qu'on avait, ils ont payé une fortune, puis on a dit bon débarras, parce que ce sont des barbares. Et donc, c'est toujours intéressant de voir quand Serge explique que ce sont des sociétés, des États qui ont une longue histoire et qui avaient aussi leur propre mode d'organisation. Donc, quand on parle de valeurs, d'éthique, c'est toujours intéressant de partir de l'intérieur et de reculer aussi, de voir selon une perspective de l'Asie du Sud-Est plutôt que d'en faire une lecture qui serait homogène pour la région.
Et si je peux me permettre un commentaire, les démocratures, je pense qu'ils suivent. Bravo. Je pense qu'ils suivent davantage le modèle, le consensus de Beijing que le consensus de Washington. Alors, les démocratures ont plus tendance à faire du copier-coller avec la Chine qu'avec les autres pays. Puis, peut-être, ça a une incidence directe aussi sur, la gouvernance du parti, par exemple, est un bel exemple où on se sent plus légitime à former des démocratures maintenant que par le passé. Est-ce que je peux poser une question complémentaire, s'il vous plaît? J'ai aimé la réponse concernant le système du mandarinat, parce que quand on visite la Chine ou certains pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, par exemple, il y avait la cité pourpre qui était copiée sur la cité impériale. On voyait ce système du mandarinat avec les examens nationaux et tout ça. Donc je trouve que ça me paraît très pertinent pour le peu que j'en sais. J'étais surpris que vous associez ça au Japon, le confucianisme au Japon. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus? Écoutez, le Japon est allé à l'école de la Chine pendant plusieurs siècles. Alors, ils ont copié beaucoup le modèle chinois. Ils l'ont japonisé, mais il y a tellement de choses qui découlent de la Chine, notamment justement les classiques confucéens, le système administratif, l'écriture, le bouddhisme, la conscription jusqu'à un certain point, l'urbanisme, je pourrais en mettre beaucoup, mais parce qu'il y a beaucoup de Yang au Japon, en tout cas, mais le Japon a été fortement sinisé, indéniablement. Et là, d'ailleurs, je me permets de dire, aujourd'hui, est-ce qu'on parle le régime chinois, le régime singapourien ou vietnamien, est-ce que c'est des régimes, on sait que ce n'est pas des démocraties libérales, est-ce que c'est dans le fond des régimes néo-confucéens ou post-légistes, pour les gens qui connaissent bien la philosophie chinoise, il y en a qui disent qu'on est tombé dans le post-légisme chinois, c'est-à-dire pratiquement un pouvoir très ferme et où les châtiments sont leur signature, un pouvoir très dur. Est-ce que c'est ça la Chine nouvelle ou c'est plutôt une Chine néo-confucéenne, c'est-à-dire moraliste? Et si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, dans le fond, tu deviens un peu au banc des accusés. Regardez la façon que le Canada, la Chine traite le Canada. Je trouve que ça fait très post-légiste. On frappe très dur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça va? Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci.